Bonjour et bienvenue à vous, ravi d'être avec vous ce matin. Nous sommes le 29 février, donc c'est le dernier jour de ce mois et il est 8h du matin, donc ravi d'être avec vous pendant 1h30 dans votre émission Bonjour d'Algérie. Et comme chaque jeudi, on commencera avec Mina Abed qui nous fera d'abord le point météo et ensuite nous aurons l'agenda culturel pour les sorties de la semaine. Ensuite, nous parlerons donc de décoration. Nous avons commencé la semaine dernière à parler de décoration d'intérieur, donc nous avions fait déjà le hall et quelques éléments de la maison et là nous allons continuer avec notre chroniqueur qui sera là ce matin. Nous parlerons aussi de recherche scientifique et surtout comment faire le lien entre ces laboratoires de recherche et le grand public et nous aurons un invité qui sera là pour nous en parler ce matin. Nous irons aussi dans notre patrimoine qui est riche et diversifié à travers notre grand pays. Donc nous parlerons de patrimoine et comment faire la transmission aux plus jeunes. Et nous finirons donc avec notre chroniqueur. Nous parlerons de sport avec notre chroniqueur Bouraïb. Il sera là pour nous faire le point sur tous les événements sportifs de la semaine. Donc voilà pour ce matin. J'espère que ce programme vous convient. Quant à moi, je vous dis qu'on commence comme d'habitude avec le point météo avec Mina Abed. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Mina Abed, bonjour. Bonjour Bali, bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va. Alhamdoulilah, moi aussi ça va. Franchement, ça va, il pleut. Il pleut, on a été gâtés oui. cette semaine par la pluie. Effectivement, donc le froid aussi. Donc, il a fait quand même assez froid ces derniers jours. Exactement, on a même eu droit à de la neige, beaucoup de neige. Beaucoup de neige, effectivement, on a eu droit. Donc, on a pu tirer nos cache-nez, nos bonnets, Exactement, nos manteaux. tout On à a pu fait. mettre tout ça avec beaucoup de bonheur. Ah oui, oui, franchement, oui. On en a encore pour quelques jours? Oui, encore pour quelques Très jours. bien. Alors, lequel temps il va faire aujourd'hui, Nina? On va le découvrir tout de suite. Bonjour à tous et très bon réveil. Météo Algérie a émis pour cette journée un BMS, un autre BMS, pluie qui concerne la partie centre jusqu'à la partie est, avec un cumul qui risque cette fois-ci d'atteindre les 100 mm. Donc vigilance pour aujourd'hui, des pluies, des orages, de la grêle également, notamment vers le centre et la partie est, avec des vents assez forts vers les régions côtières. Des chutes de neige affecteront les reliefs dépassant les 1000 mètres d'altitude. Et puis sur la partie sud, on notera des passages nuageux sur le Nord Sahara, des oasis avec de fréquences sous l'amas de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 17 degrés, Alger 19 degrés du côté d'Oran, on notera 13 degrés, à Annaba 20 degrés, à Tlemcen 12 degrés, à Tiaret 9 degrés, ce sera la minimale, à Betna ainsi qu'à Constantine, on notera 21 degrés, Gardaya 19 à Béchar, 27 à Tindouf, 22 degrés à Adrar, 23 à Insalah et enfin 31 degrés à Borj Badji Moukhtar et Ingzem. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer très agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 40 et 50 km/h vers l'ouest, le centre et l'est. Encore une fois, très bonne matinée et à tout de suite. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci Mina. Merci. J'ai une petite question à te poser. Oui. Dis-moi, tu t'es mis au diapason avec le temps d'aujourd'hui? Justement, c'est fait exprès. Justement. Voilà. Nuages avec le temps d'aujourd'hui. Ça nous porte bonheur, les petits nuages qu'il y a sur ton. J'espère bien. Très bien. Mets-le souvent, comme ça on aura encore plus de pluie. Oui, bon, pas en été par contre. Non, pas en été. Allez, Pas en été. jusqu'à la fin mois de mars. Mois de mars, oui, voilà. Allez. Enfin, ça satisfera tout le monde. Nous, Voilà. même les agriculteurs, Exactement. voilà, tout le monde sera content. On Merci. espère encore beaucoup de pluie Inch'Allah, pour ce Inch'Allah. mois-ci.
Merci. Inch'Allah. Mina, je te propose donc d'apprécier avec nous donc une chanson de Masoud de Curtis donc qui nous interprétait Sanadolou Ma'aki Ya Ghaza. Mina Abed de retour donc sur notre plateau. J'espère que vous avez apprécié cette chanson. J'espère que tu l'as appréciée aussi. Donc beaucoup d'émotions. Exactement. Dès que je vois ces images, je suis un peu toujours, enfin, on l'est tous, hein, un petit peu perturbés par tout ce qui se passe, par toutes ces atrocités. Mais Tout à fait. nous sommes de tout cœur donc avec la Comme Palestine, toujours. comme toujours. Mina, donc l'agenda culturel pour cette semaine. Ben, écoute, Marim, on a beaucoup d'événements, hein, beaucoup d'événements pour cette semaine. Je ne sais pas si tu aimes les chasses au trésor. Ah, j'adore. Ben voilà, c'est Effectivement, une occasion. oui. Il va y Pour ça, avoir j'ai une- pas grandi. Il y a certains domaines où j'ai encore un âge mental de 8 ans, donc ça va. Non, mais Je suis bon, preneuse. on n'est pas, pas besoin d'être un enfant pour participer à une chasse au trésor. Oui, hein. mais il y a des adultes hein, que Bien que oui, s'ennuient, hein, ce genre de choses. Tu dis, ouais, c'est un truc de gamin. mais Non, pas du tout. Moi, je hein, trouve ça c'est- chouette. Non, moi, je trouve que c'est pour les grands et pour les petits. hein. C'est- Effectivement. C'est amusant. Oui. C'est amusant. Donc, il va y avoir une chasse au trésor. Donc, ça va se passer ce samedi. Donc, une expérience exceptionnelle. Et c'est une occasion d'ailleurs de découvrir des lieux emblématiques de la ville d'Alger. Donc, ça va se passer ce samedi. Donc, à partir de 14h, ça va débuter au niveau de l'horloge florale hein, du côté d'Alger Centre. D'Alger Centre, Donc, oui. une expérience unique hein, pour les grands et pour les petits. Donc ça va se passer à l'intérieur du jardin. En fait, ça va débuter à l'intérieur du jardin, donc le temps de faire des petits groupes, d'expliquer un petit peu le jeu. Et puis, voilà, la chasse au trésor, ça sera dans toute la ville d'Alger. Ah, c'est super. Ah, ça c'est chouette. En fait, c'est une belle manière de découvrir Alger Mais aussi pour les justement. gens qui ne connaissent pas. C'est un petit peu le but hein, de cette chasse au trésor, découvrir hein, des lieux d'Alger, justement. Ça sera pour les grands et pour les petits. C'est N'oubliez chouette. pas, ça sera à partir de 14h. J'espère qu'il fera beau, par contre. J'espère. J'espère qu'il fera beau. Donc on continue. Hein. L'APC d'Alger organise une grande exposition. Ça va se passer. Ça se passe. Hein, ça a commencé. Ça se passe en ce moment au niveau de la Grande Poste. Hein. Ça va se poursuivre jusqu'au 3 mars, donc dimanche. Donc pour cette occasion, il va y avoir énormément d'artisans à découvrir, des spectacles musicaux, mais aussi des projections de films historiques hein, du côté de la Cinémathèque d'Alger. Donc, c'est en ce moment, hein, c'est tous les jours et ça va se poursuivre jusqu'au 3 mars. On continue avec le concert hein, de l'Adoui Mohamed. Donc, ça va se passer ce soir à la salle Ibn Zaydon. Donc, ça va se passer ce soir à partir de 20h. Donc, on découvre hein, l'affiche sur nos écrans. Et puis, en même temps, il va y avoir deux autres concerts. Hein. Le concert de Caméléon qui fait son retour. Hein. Oui. Excellent. J'aime bien, oui. Je j'aime crois que là, beaucoup tu es ça. intéressée. Donc, Oui. Caméléon, donc ça va se passer ce soir, cette fois-ci, à la salle Ibn Khaldoun. Donc, toujours à 20h. Et puis, on continue avec la salle El Atlas. Donc, avec le concert de Manel Hadley, un spectacle chorégraphique juste exceptionnel. Donc, ça va se passer à la salle Atlas à partir de 20h. On continue cette fois-ci avec des expositions. Donc, on va commencer avec l'exposition de Mohamed Smara. Donc, là, on découvre hein, quelques-uns de ses tableaux. Donc, Mohamed Smara, artiste plasticien. Donc, ça se passe en ce moment à Dar Abdeltif et ça va se poursuivre jusqu'au 4 mars, donc lundi. Une exposition collective à la galerie Srifa. On va découvrir hein, tout de suite l'image. Donc ça va se passer ce samedi 2 mars. Donc ça va commencer à partir de 11h. Une image avec plein de couleurs, une affiche Très, avec très plein de jolie, couleurs. Donc plein flamboyant. d'artistes à découvrir. Donc si vous êtes amateur de tableaux et de couleurs, donc allez-y. Donc ça va se passer à la galerie Srifa à partir de 11h. On continue avec un one-man show. Coup de foudre, ça va se passer au Théana avec l'artiste Jalel Draoui. Donc ça sera à partir de 16h. Donc on découvre tout de suite l'affiche et puis
on termine avec exposition La magie du feu, donc de l'artiste céramiste Zahra Bacha. Donc ça va se passer à partir de 16h au niveau de la galerie Azouar. Donc une très très belle affiche où on découvre ses œuvres justement. Super affiche effectivement. Donc on a déjà un petit avant-goût de l'exposition et des pièces qui sont exposées. Tout à fait. C'est très beau. Moi qui aime tout ce qui est argile et tout, c'est super joli. Ça va être très intéressant et très très beau à découvrir. Effectivement. Donc ça sera à la galerie Azouar. Donc ça a commencé, ça a commencé le 24 et ça va se poursuivre jusqu'au 14 mars. Donc c'est tous les jours à la galerie Azouar. Très bien. Voilà un petit peu pour le programme de la semaine. Merci beaucoup Bina. Merci. En tout cas, excellent programme. Franchement, il y en a pour tous les goûts et même pour ce soir, on peut... Pour ce soir déjà, il y a un programme assez riche. Parfait. Merci beaucoup, Bina. Merci. Donc, j'allais dire à la semaine prochaine, non. On va te retrouver déjà à midi. À midi, à 19h. Exactement. Très bien, merci beaucoup, Bina. Quant à moi, je vous propose de suivre Naïma El-Walish. Elle nous fait découvrir une très, très belle région réputée pour ses couchers de soleil, pour ses dunes de sable, mais aussi pour son architecture. Je vous propose d'aller à Timimine avec Naïma El-Walish. Ce qui frappe en premier quand on visite Timimoun, la millénaire oasis rouge, c'est sans doute son architecture. Et le bâti emblématique de cette architecture, c'est le siège de Cap Terre, un ancien caravansérail, aujourd'hui monument classé. Mais les artisans bâtisseurs, il n'en reste guère que deux à Timimoun. Abdelkader est l'un d'entre eux. Artisan formateur, il veille à transmettre à travers les ateliers qu'organise Cap Terre cet art séculaire propre à cette ville réputée route du sel. La matière première pour construire, c'est-à-dire c'est les enduits de terre, est composé par l'argile et le sable fin avec, au mélange avec l'eau. On va essayer de mélanger cette pâte. On va, c'est-à-dire attendre au moins 2 heures, 3 heures de reposer la pâte. Après, on lève la pâte, donc on va essayer de étaler, c'est-à-dire la surface, c'est-à-dire sur le mur. Entièrement construit en briques de terre dont les murs sont sculptés avec des motifs géométriques à symboles variables, ce bâti est une sorte de réplique des vieux qsar de la ville. Les symboles, ça dépend. Donc il y a les symboles qui ont des interprétations. Il y a des symboles jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est aléatoire. Donc par exemple, si on voit par exemple le triangle, on sait que le triangle, c'est la tête en haut et la base. On dit que sexe masculin. Donc, automatiquement, c'est le triangle, il est sens inverse. Donc, la base, il est en haut et la tête en bas, c'est féminin. Si on va essayer de faire les deux triangles, on va c'est-à-dire coordonner les deux triangles, il y a on a un losange. Donc, losange, en général, c'est copie. On est dans le siège de Centre algérien de patrimoine culturel Baté, et qui est un monument historique classé comme patrimoine national depuis février 2015 pour des raisons esthétiques et historiques. Parce qu'il est en style néo-soudanais, c'est une raison esthétique. Aussi, on trouve dans les couloirs du centre la sculpture murale sur argile. C'est un savoir-faire ancestral qui se transmet de père en fils, qui contient des symboles inspirés de la nature, de la faune, la flore, de la culture zinette, berbère, africaine, du sud algérien. Sorti de terre,
il y a des millénaires, les tout premiers bâtis sont les nombreux qsour, ces châteaux semblables aux citadelles dominant routes, oasis et infinies ergues occidentales. Timimoun, c'est une région riche de patrimoine culturel bâti en terre. C'est une région qui est pleine de qsour qui sont construits avec des techniques traditionnelles héritées de génération de génération à des générations. Cette architecture est spécifique à Timimoun par son ancrage dans l'environnement. On a un qsar qui est sur le plan les jardins qui sont la palmeraie et la sabkha. C'est un système écologique qui commence du Fougara qui règle le qsar, qui est un système de souterrain d'irrigation qui commence de 20 km jusqu'à les jardins de Timimoun, les palmeraies. Donc cette symbiose est finie par la construction d'un qsar qui date en terre, qui date de sa extension extramuros, qui date du 15e à 16e siècle après Jésus-Christ. Fondamentalement écolo, ces constructions fraîches l'été, tempérées l'hiver, sont un modèle d'ingéniosité et de savoir-faire aussi bien transmis qu'enrichi de génération en génération. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, franchement, c'est une architecture que j'apprécie très particulièrement. Et donc, je discutais de ça avec Hamza Djellab. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, justement, on parlait d'architecture. Oui. On fera donc un jour l'architecture de terre, Oui. un petit peu pour revenir sur ça. Oui, on en parlera, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Oui. Quant à nous, on va continuer. La semaine dernière, on avait commencé donc la décoration d'intérieur. On avait parlé donc du hall. On avait découvert la semaine dernière le hall et le couloir. Et aujourd'hui, la meilleure pièce, Le séjour. Le séjour. Ah, que c'est cool d'être assis dans son séjour. Oui. Voilà. Justement, on appelle ce genre d'espace jour ou espace de vie, soi-disant. Mais faut-il faire d'emblée la différence entre un espace séjour ouvert ou semi-ouvert sur la cuisine et le hall ou fermé? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent un séjour fermé et d'autres non. Mais quand on parle d'espace ouvert, de séjour ouvert sur le hall, on parle d'espace et non pas de salle. Quand on dit par exemple s'il y a une table à manger, on parle d'espace à manger et non pas de salle à manger. On dit salle quand c'est cloisonné. Quand c'est cloisonné, on dit salle. Voilà, on dit salle. Ça c'est pour juste le vocabulaire. Mais pour commencer à parler du séjour, faut-il être réaliste? C'est-à-dire on peut rêver d'un paradis minimaliste, par exemple, mais hélas, ça ne convient pas à une vie de famille. Oui, on a besoin d'espace, de rangement. Voilà. On peut aussi espérer vivre dans un appartement, dans un appartement, disons, musée, là où il y a les objets d'art, là où il y a les anciens meubles, là où il y a les tableaux, des chefs-d'œuvre, mais on n'en a pas les moyens. Oui. Donc, faut-il être réaliste? D'accord. En fait, il y a 5 personnalités qui guettent l'espace séjour bien fait, bien décoré. Il y a la personnalité élégante, qui cherche les lignes pures, les formes raffinées, le minimalisme notamment, qui veut tout cartésien, qui veut aussi avoir un espace avec du verre et du fer. Là, c'est la personnalité élégante. Très bien. Il y a la personnalité détendue, décontractée. Peut-être un peu comme moi. Je ne sais pas, je me reconnais un peu là. Voilà. Cette personnalité veut des formes simples, veut une ambiance détendue, ne veut pas tout ce qui est compliqué. Effectivement, c'est vrai. Tiens, franchement, je me reconnais. Ça, c'est vraiment moi. En troisième lieu, il y a la personnalité créative. Voilà, la personnalité créative veut un espace personnalisé,
Et elle est inspirée par la mode, elle est inspirée par le design. Là aussi, elle a une décoration un peu spéciale. Oui. Il y a la personnalité, disons, pacifique, qui aime tout ce qui est naturel, les textures douces, les matériaux naturels. Il y a aussi une personnalité militante qui veut la solidité, l'efficacité. Elle veut aussi des meubles qui ne sont pas dangereux pour les enfants, etc. Donc, avant de commencer la décoration, notre décoration, faut-il se positionner? Mais de quelle personnalité? D'accord? Très bien. À partir de là, il faut savoir aussi à qui s'adresser ce séjour. Qui va l'occuper? Voilà, la question est là. Voilà, qui va l'occuper. Parce que si on est célibataire, généralement, on habite un appartement un peu qui n'est pas grand. Le séjour va être un peu espace réduit. Donc, on y travaille, par exemple, où il peut servir pour, entre parenthèses, une chambre d'amis pour un ami de passage, par exemple. Oui. Comme il peut être l'espace pour une famille sans enfants. Là, malgré qu'il y ait des relations conviviales entre le couple, mais on a toujours des différences d'avis sur l'utilisation de l'espace et le goût. Faut-il avoir beaucoup d'intelligence pour régler ça? Donc, même si on est deux, il y a des différenciations de goût. Il y a des espaces comme ici dans cette photo par exemple, dans cette image, on voit l'espace feu qui rassemble toute la famille. Ça, c'est pas pour moi un objet architectonique qui compose l'architecture, mais c'est tout un espace. Parce qu'il y a toute une vie qui s'organise autour de l'espace feu. On l'appelle d'ailleurs l'espace feu. L'espace feu. Voilà, en anglais, fire space. Et il y a aussi des familles qui ont des enfants de bas âge. Oui. Là, par exemple, ici, c'est extrêmement dangereux. Voilà, là, c'est un peu dangereux. Oui. Donc, si on a des enfants de bas âge, il faut plutôt avoir des meubles qui ne sont pas dangereux. Il faut faire un aménagement un peu spécial. Un peu spécial. Pour moi, c'était très minimaliste. Donc, voilà. De façon à parce qu'en fait, ça demande une surveillance permanente. Quand ils sont petits, ils marchent ou ils sont encore à l'état de marcher. Exactement. Il ne faut pas avoir des meubles avec des angles vifs, etc. Et pour l'espace où on habite, où on a des enfants ados, par exemple, là, c'est la pagaille. Généralement, le séjour reste effervescent tard la nuit. Oui. Voilà, ils peuvent jouer avec les jeux vidéo, leur tablette, regarder la télé, enfin. Le plateau. On sait très bien qu'ils sont assez, on va dire, gourmands à cet âge-là, donc toujours un plateau. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais bon, et par contre, c'est vraiment des espaces qu'ils apprécient, les ados. Oui. C'est vrai on a tendance à dire qu'ils aiment rester uniquement dans leur chambre, mais en fait, non, quand l'espace s'y prête, justement, d'où l'intérêt d'avoir une décoration adéquate, si l'espace, on va dire, les attire, c'est clair qu'ils vont occuper l'espace. Justement, donc avant de commencer à décorer ou commencer à aménager, il faut connaître pour qui s'adresse ce séjour. Maintenant, si par exemple, quelqu'un qui cherche le calme, ou il travaille à la maison par exemple, quelqu'un qui travaille à la maison, donc il cherche une ambiance, enfin un espace efficace et confortable. Maintenant, une famille qui reçoit beaucoup d'amis et qui partage tout en famille, elle cherche des espaces conviviaux et accueillants. Quelqu'un qui cherche le calme, la solitude, la sérénité. Donc l'espace doit être plus ou moins zen. Donc ça dépend des besoins de chacun de nous, de la famille. Comme ça, on commence à réfléchir à l'ameublement et la décoration. Tout à fait. Juste un point, Hamza. En fait, le problème auquel je m'étais posé, c'était en fait que la cuisine était assez loin du salon. Et en fait, la famille était coupée en deux. Donc moi, très souvent à la cuisine,
le reste de la famille de l'autre côté. Donc, il y avait, on va dire qu'il n'y avait pas d'échange. Et donc, c'est un truc qui m'avait... J'avais vraiment senti la nécessité de mêler ces deux espaces. Donc, cuisine semi-ouverte. Semi-ouverte, Moi, voilà. j'aime le semi-ouvert. Voilà, semi-ouvert, pourquoi? Pour garder l'intimité de l'espace, tout en ayant une relation visuelle quand même. Parce qu'en fin de compte, j'allais dire le client, l'invité, c'est une particularité. C'est pas tous les jours qu'on reçoit des invités. Oui, Donc, sauf si on est une grande famille, après... on sait très bien quand il y a plusieurs frères et sœurs, c'est vraiment vrai, voilà, la grande famille. Oui, la grande famille. Là, c'est bien d'avoir des espaces semi-ouverts pour garder cette relation visuelle, comme j'ai dit, donc des perspectives très loin. Mais là, on doit différencier les espaces, par exemple à manger, l'espace cuisine, par la décoration. C'est-à-dire, soit on fait une petite surélévation, soit on change de matériaux de décoration, soit les couleurs, soit les textures. Pour bien marquer les deux espaces. Oui, pour marquer la fonctionnalité. Comme ça, on a un espace commun, mais des particularités dans le traitement de l'espace. C'est bien, c'est pour avoir une lecture simple de l'espace. Vous savez, le beau, quand on dit beau, c'est quelque chose qui se lit facilement. Il n'y a pas de complexité mentale pour comprendre l'espace. Donc, faut-il le faire d'une manière très simple pour sa lecture. Donc, quand on veut aménager un espace, pas seulement le séjour, on doit connaître d'emblée les fonctionnalités à l'intérieur. Si on n'aime pas regarder la télé, par exemple, donc il n'y a pas un espace télé dans le séjour, parce qu'il c'est pas toujours qu'on a la télé dans la salle de séjour. Donc il n'y a pas de meuble pour ça. Ah oui. Maintenant, s'il y a un espace donc, de... Par exemple, celui-là, donc il n'y a pas de télévision. Voilà, il n'y a pas de télé. Voilà. Donc si on se met là, c'est ou pour discuter, ou peut-être pour travailler. Ou... Voilà, très bien. Vraiment profiter de l'espace. Profiter de l'espace. C'est à partir de la fonction qu'on choisit après tout l'ameublement qui va être en concordance avec cette fonctionnalité et avec le style qu'on choisit après, ou avec l'ambiance qu'on choisit, ou avec le pattern qu'on choisit. La différence, c'est que le style, il est préétabli. Il y a toutes les règles pour les styles. Si on choisit un style industriel, par exemple, il est préétabli. Il y a les textures préétablies, les couleurs, tout ce que vous voulez, même les matériaux. Alors, maintenant, si on choisit une ambiance par exemple, de verdure, une ambiance cosmique, une ambiance de voyage, une ambiance nomade, une ambiance autochtone, vernaculaire. Là, tout ce qui suit, comme ameublement, comme décoration, doit suivre cette ambiance. Le pattern, plutôt, c'est le choix de formes ou de motifs qui se répètent. Il ne faut pas oublier que l'être humain agit avec une mémoire visuelle. Pour avoir cette harmonie, il faut que ça suit et on ne sort pas du thème ou du pattern ou du style. Donc le séjour, c'est une continuité en fin de compte du hall et de l'entrée. Donc il ne faut pas faire de rupture de style. On peut avoir plusieurs styles dans une maison, mais la transition doit être très très souple. C'est pour ça que c'est un peu risqué. Ne pas, on va dire, marquer brutalement. Brutalement, sinon ça va être un choc émotionnel. Effectivement, on a l'impression de passer d'un monde à l'autre, comme ça. Ou dès qu'on rentre dans un endroit, on a l'impression de rentrer dans un autre univers, alors que ce n'est pas le but dans un espace de vie. Voilà. Maintenant, si on cherche, par exemple, il y a des gens, pour eux, le séjour, c'est une vitrine de ce qu'ils ont, on dirait ils veulent séduire avec le séjour, n'est-ce pas? Il y a ça aussi. On dirait un peu un musée. Voilà, on dirait un musée. Très bien. Donc on ne peut pas espérer séduire avec des meubles, des chaises rudes, des chaises fermes, et avec une lumière un peu écrasante, une lumière, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc faut-il savoir agencer tout ça. Et si on cherche par exemple le calme, donc faut-il aller vers les couleurs calmes, les couleurs douces, voilà, chaudes,
un peu des textures douces, des meubles, un peu des sofas avec des textiles, pas du L'assise cuir. aussi est importante Oui, quand, bien quand sûr, on choisit. c'est très important. Parce que la chaiserie aussi, les fauteuils, leur ergonomie par rapport à la fonction est très importante. Sinon, on aura mal au dos, sinon le confort. On sera mal à l'aise et Ah du oui. moment où on est mal assis, on ne trouve pas le confort nécessaire. Après, ça va être des espaces qu'on va fuir. Voilà, On n'ira pas. on n'ira pas. Donc, en fin de compte, la décoration du séjour dépend essentiellement des fonctions, de ces fonctions. Maintenant, comment décorer un séjour multifonctionnel? Alors ça, c'est une bonne question. Comment C'est décorer un important. séjour multifonctionnel? Ok, comment on Alors, fait? premièrement, on doit définir la fonction principale. Si par exemple, dans le séjour, on n'y mange pas beaucoup, hein, d'accord? Donc, on privilégie une table pliante, par exemple. Ça. Maintenant, si on y travaille, parce qu'il y a des gens maintenant qui travaillent à la maison, à distance. Oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup de faut choses qu'on fait à la maison. aménager un coin de travail avec ses lumières. Donc, la fonction principale. Deuxièmement, les autres fonctions, il faut les définir par rapport aux espaces. Maintenant, il faut dire que cet espace est dédié pour cette fonction. Donc, toute la décoration va s'articuler autour de cette idée. Donc, il y a plusieurs fonctions, donc plusieurs sous-espaces. Mais faut-il les harmoniser dans, Voilà. dans une même décoration? En fait, le défi est là de trouver Voilà, le cette défi, harmonie entre tout. voilà. Le séjour, il peut avoir une multitude de fonctions. Hein. S'asseoir, se détendre le week-end, travailler pendant de la semaine, lecture, de la lecture, par exemple des travaux manuels, voilà, des choses recevoir, comme ça, manger, jouer pour les enfants. Donc, c'est pas facile d'organiser et de décorer un séjour. Flemmarder, ça arrive aussi. Pardon? Flemmarder, donc Ah oui, rester flemmarder. sur le sofa. Il y a des jours où c'est tout ce que. Voilà, en fait, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc rester, Voilà. par exemple, à ne rien faire, regarder, je sais pas moi, Voilà. scroller sur son téléphone ou des choses comme ça. Très bien. Ce sera dommage de ne pas utiliser cet espace, ce beau espace, pendant toute la semaine, ou le garder juste pour les invités. Ça sera dommage. Oui, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Oui, qu'on retrouve assez souvent. Dans des intérieurs chez nous. Hein. Donc, des espaces dédiés uniquement aux invités. Donc, c'est rangé, c'est propre. Et ensuite, c'est des espaces qui sont fermés et pas utilisés. Donc, Voilà, exactement. en fait, du moment, j'ai l'impression, où on ne vit pas dans ces espaces, Oui, en dommage. fait, il manque de vie. Même, Oui, si, oui. même si tout est nickel, on va Oui, dire. c'est vrai. Oui. Il faut donner de la vie à tous les espaces de la maison. Donc il faut rentrer avec nos énergies, qu'elles soient négatives, positives. Il y a des moments où ça bouillonne et des moments où c'est le calme plat. Voilà, Donc, pour tout ça éviter les fait, énergies négatives, c'est bien d'intégrer aussi les trois choses essentielles de la vie, qui sont la lumière du jour, la verdure et l'eau. Voilà. Il y a aussi les séjours pour les étages, pour les gens qui ont des villas. Je préfère qu'il y ait des séjours d'étage. Comme ça, toute la famille se rassemble autour de ce séjour, et pour éviter que chaque enfant est dans sa chambre. Comme ça, on n'a pas de... tout le monde. Voilà. Alors Hamza, ça, on verra ça la semaine prochaine. Inch'Allah. Donc on donnera un peu plus de détails. Alors aujourd'hui, ça a été le séjour et la semaine prochaine, on continuera donc le reste de la maison. Peut-être la cuisine. Sûrement. Ah oui, ça c'est bien, la cuisine aussi. Voilà, on en parle, Hamza Dila, merci beaucoup. C'est Donc moi on qui te vous retrouve remercie. jeudi prochain. Inch'Allah. Quant à moi, je vous propose donc un sujet de Feriel Hamdi. C'est une exposition à AG Centre. On regarde et on revient juste après. Artistes et artisans de la capitale et des autres wilayas proposent des espaces aux atmosphères chaleureuses au centre d'Alger. Cette exposition fait office de vitrine d'un savoir-faire et permet aux visiteurs de découvrir tout ce que l'on peut réaliser avec les moyens du bord et la panoplie de produits spécifiques à chaque région du pays. جاتني ليدي هكذا برك باسكو انا جو سوي ان انسيان كادر في شركه جيب لي مع ريتريت دونك شنو من زمان ديسيني مليح دونك جي ديكوفير مو هكذا قلت بوركوا با كوم انا نحب لا كاسبا بورتون جو نسوي با دو لا كاسبا سي مي بارون كي سون دو لا كاسبا كي نحب هاد لي تروك هكذا مع يما الله يرحمها باريكم تحكي لي على زوج عيون على كذا جاتني هاد ليدي جي في ان اسي جي في ان اسي خدمتهم هكذا منا لو ترومبلان تاعي سيتي كادر
Kader, justement Kader, c'était lui le tremplin qui a été j'ai bien travaillé là-bas et voilà, j'ai choisi les 7 fontaines de la Casbah qui existent actuellement. C'est ancestral, hein? Le crochet. الناس زمان كانوا البنات يقعدوا في الدار يتعلموا الكروشيه التريكوتاج بودري يتعلموا الرنده يتعلموا الطياب مع مواليهم c'est obligatoire. Chaque jeune fille chez elle devait avoir au moins plusieurs travaux à faire. Elle faisait et le crochet, et la couture, elle faisait tout, elle faisait كلش. Le choix est large pour les amateurs de l'artisanat algérien, qui risquent d'avoir de véritables coups de cœur vu la beauté des produits présentés. Notre objectif principal est la préservation de notre patrimoine ancestral qui représente notre identité, mais aussi de créer des emplois pour contribuer à l'absorption du chômage et au développement de notre économie nationale. Alors même dans le العاصمة on n'a pas oublié الجنوب بدينا به عطينا له حصة الأسد درنا لها خيمة جبناها لهنا عطينا لها une grande touche artistique اللي بالك في الخيم العاديين ما نلقاوش دونك فوالا نلقاو بزاف بصمات تاع الفنانين. Mais au-delà de ces magnifiques articles qui ravissent l'œil, les métiers d'artisans visent aussi à créer de la richesse et de nouveaux postes d'emploi, surtout dans les zones d'ombre, tout en protégeant notre patrimoine ancestral. Je suis crocheteuse depuis des années. Donc ma mère et ma grand-mère faisaient les aiguilles بكري. Donc كنا نعندهم. Après j'ai aimé autre chose, le crochet. Bien sûr qu'il y a pas une grande différence entre les aiguilles et le crochet, seulement que les aiguilles c'est à 2 et le crochet c'est un seul. Je suis formatrice et je suis crocheteuse en même temps. Je forme des filles qui aiment le crochet, qui veulent apprendre le crochet. Je fais tout ce qui est corbeille, fleurs, quand vous voyez les tapis, des tenues pour bébés. Alors moi je vois aujourd'hui une bonne galerie de culture de toute l'Algérie, surtout des villes comme Tlemcen, la Kabylie, Larwa, tout. On voit bien qu'il y a une évolution dans le socio-culturel. Et moi je dis, si vous me regardez, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Voilà. Venez nombreux, l'Algérie c'est un beau pays. L'artisanat traditionnel est un héritage historique, culturel et civilisationnel qu'il faut sauvegarder, encourager et surtout promouvoir pour qu'il puisse être un véritable créateur de richesses pour l'économie nationale, mais surtout un ambassadeur de notre identité à l'échelle internationale. Voilà, sauvegarder tout ce qui est tradition, patrimoine et savoir-faire. Et c'est ce que fait au quotidien Toufiq Fadel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Donc, merci pour l'invitation. Ravi de vous recevoir. C'est toujours une occasion de parler du patrimoine algérien. Oui, votre cheval de bataille? Une opportunité qu'on favorise depuis de longues années parce que les médias, en fait, c'était un peu la vitrine des activités des associations, la société civile. Et bien entendu, ça nous fait toujours plaisir de parler de nos activités, de nos démarches pour le patrimoine algérien, globalement. Donc vous êtes président de l'association Patrimoine, donc qui existe depuis 1995 déjà? Oui, déjà un grand parcours et un long parcours qui nous a gratifié d'une expérience magnifique à travers l'Algérie, bien sûr. Et qui m'a le reportage, pardon, la meilleure façon d'être ambassadeur de l'identité algérienne, c'est de représenter l'Algérie de la bonne manière, c'est-à-dire présenter nos traditions, nos coutumes, le savoir-faire, comme ces dames viennent de le dire. C'est toujours un honneur et je pense que c'est d'abord une priorité. Qui m'en au niveau de l'association, tous responsables de ce patrimoine, carrément, c'est-à-dire que ou sur le terrain, c'est-à-dire les écrits, les programmes, les projets dans les tiroirs et tout ça, c'est que le patrimoine descende dans la rue, dans les quartiers, dans les villages, dans les zones un peu enclavées. L'Algérie, c'est un grand pays, donc il faut
il faut avoir beaucoup de courage, bien sûr, et militer pour le patrimoine, au-delà de la passion, c'est tout à fait normal, mais ça reste quand même l'empreinte identitaire d'une nation. اللي ما يغيرش على بلادو نقول لك حاجه سي je sais pas c'est le néant carrément. Oui, c'est le néant effectivement. Donc c'est l'inexistence. Voilà. Carrément. L'association est née justement dans, si vous permettez, dans un site historique qui est la Casbah d'Alger. Donc forcément, l'atmosphère dans laquelle on travaillait, c'est-à-dire le musée Khdaouj Lamia dans la basse Casbah, le palais, qui est actuellement le musée national des arts et traditions populaires. Et c'est là que l'émotion est venue de travailler sur le patrimoine, en fait. Donc des jeunes cadres de ce musée, architectes, photographes, un simple administrateur et tout ça, archéologues aussi, sociologues, c'est des jeunes qui ont décidé, par la force des choses, de travailler, de s'impliquer encore plus dans ce quartier. Vu l'atmosphère, vu l'architecture, vu... En fait, tout s'y prêtait, hein, que ce soit, comme vous dites, l'architecture, les traditions, le mode de vie. Il y a vraiment un esprit de la Casbah qui est puissant. Oui. Des fois, on fait des visites Casbah avec des groupes d'Algériens ou d'étrangers. Et on dit que la Casbah d'Algérie, c'est un site vivant. C'est pas comme les Casbahs ailleurs dans le monde. Donc, et c'est vrai que toute l'animation qu'il y a dans cette Casbah, c'est la population de la Casbah qui fait que ce site reste vivant, dynamique et explose de traditions, de travail artisanal et tout ça. Et c'est ça un quartier qui inscrit son histoire à partir de la Casbah, plutôt à Sahtchouada, quand ils étaient en train de travailler sur le métro d'Alger. Les fouilles, les strates sont descendues jusqu'aux Phéniciens. Il y a eu des pièces de monnaie. Pour dire que ce lieu, que cet endroit de notre pays a toujours attiré du monde et a toujours eu de la vie depuis la nuit des temps. Ah oui, tout à fait. Je ne sais pas, il y a des lieux vraiment sacrés, la Casbah, Dar Sultan Fouqa. Peut-être c'est sa position géographique. Comment? Sa position géographique. Aussi? Oui. C'est carrément le Djibel. Voilà, donc il se jette à la mer face à la Méditerranée, la Grande Bleue. Voilà, et la Casbah, il jette sa parure jusqu'à le Djouzor, le Jazair. Le Djouzor, c'était des îles, le Peignon, où les Espagnols au XVIIIe, XVIIe siècle ont voulu envahir Alger. Effectivement, c'est toute cette histoire de l'Algérie qui fait la richesse de ce patrimoine qu'il faut sauvegarder aujourd'hui. Oui, je crois que tous responsables. C'est-à-dire que là, si on n'est pas interpellé par un palais ou par un bijou de la région des Touaregs, par une tenue traditionnelle, vous dites, par l'arc culinaire et tout ça, on en parle très souvent. Mais il faut trouver les mécanismes et les outils pour justement trouver des solutions et sauvegarder ce patrimoine. C'est ce que vous avez fait, vous essayez de mettre le patrimoine dans les mains des plus jeunes aujourd'hui. Voilà, donc cette année, en 2024, Inch'Allah, ça va être la grande phrase, le patrimoine aux mains des jeunes. Barakat khlas, hna kbarna, on s'est battu. Non, au contraire. En fait, c'est un lien qu'il faut, c'est un lien qu'on doit garder. Les anciens ont leur importance, les jeunes ont une mission, donc, et les deux sont nécessaires. Voilà. Oualash, on se sent responsable. C'est très simple. Comment nos grands-parents et nos parents et nos arrière-grands-parents ont fait l'effort de nous transmettre ce tapis, ce bijou, ce costume, l'hamlahlou, mtouem, Alash, ils l'ont sauvegardé ou darou l'effort pour nous le donner. Ça, c'est quand même, c'est assez sacré quand même. L'effort qu'ont fait nos aïeux, c'est que donc à nous maintenant de transmettre ce patrimoine qui m'a aux mains des jeunes. Donc la grande phrase cette année pour l'association Patrimoine, c'est de travailler sur cet aspect de jeunesse. Ça commence à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. D'ailleurs, on fait des conférences et des débats avec des universitaires à l'école de journalisme, l'ITFC. l'ITFC. Voilà, j'ai fait... Oui, justement, vous avez fait une conférence et donc vous avez un petit peu piqué tous ces étudiants à aller visiter la Casbah, puisque certains ne connaissaient pas la Casbah. C'est tout à fait incompréhensif. Parce que vous avez une jeunesse, vous ne quittez pas vos amphis, de la réalité. Vivez un peu la réalité au lieu de rester dans le virtuel, mais non, il faut toucher à la matière.
Et, toucher à la matière, c'est-à-dire aller baigner aller et dans voir. le site, carrément, et regarder, parce que dans le regard, l'image, on se fait une idée quand même que l'Algérie, elle a une richesse patrimoniale vraiment inédite, on va le dire, parce que وين تروحي للقصور تاع تيميمون تروحي للطمنغاسات لا سيكرام vous avez moi j'ai sillonné un petit peu l'Algérie où à chaque fois c'est un étonnement. Donc avec ces étudiants qui préparent leur licence, futurs journalistes bien entendu, قلت لهم خرجوا شويه روحوا ندوكم نغسلوا. La prof قالت لي oui, on organise un truc où ils étaient très contents. Justement, c'est ce que vous étiez en train de dire et c'est ce que vous faites au quotidien, donc inculquer donc l'amour du patrimoine aux plus jeunes. Donc vous parlez des écoles primaires, donc il est important de commencer par là. Exactement, Alèche, parce que c'est comme on dit habituellement, l'enfance est une page blanche, on écrit ce qu'on veut, c'est tout à fait vrai. Donc on commence à partir ماشي primaire, première, بالك à partir du CEM, 6e, وطلعي باش تكون la compréhension et l'interactivité assez facile avec les élèves. Donc on commence à partir du CEM jusqu'à la 3e, حتى l'université. Et on travaille sur un axe qui s'appelle, que l'association a imaginé il y a de longues années, qui s'appelle Aqsam al-Turath, les classes du patrimoine. C'est tout simple. On invite les enfants à participer à des ateliers pour découvrir leur quartier, leur deshra, leur village, à travers des ateliers bien précis. Dessine ta ville, raconte ta ville, petit regard sur le patrimoine. C'est ce qu'on va. Voilà, c'est des trucs très simples, c'est ce qu'on va faire avec. D'ailleurs, je tiens à remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports qui nous a ouvert la maison de jeunes de Abdelrahman Lala, qui est un peu plus bas que le boulevard des Martyrs. Et c'est là qu'on va installer, si vous voulez, avec la directrice que je remercie aussi, c'est là qu'on va installer toute la stratégie de l'association patrimoine. On a projeté à l'occasion de Yom Shahid, février passé, le film de Les enfants de novembre. Pourquoi? On a invité des dizaines d'enfants des écoles primaires pour regarder la participation de l'enfant algérien dans la révolution Tana. Donc là, ça a été un échange avec les enfants. Il y a eu des questions, des réponses, comment le petit Mourad a eu ses papiers, il les a transmis aux Moudjahidines du FLN, etc. Donc c'est toute cette démarche et chronologie historique qui parlait de l'enfant et sa participation à la révolution algérienne. Donc voilà un petit peu une démarche qui va inscrire dans la mémoire de l'enfant qui a regardé le film, ils ont participé à la révolution algérienne. Donc, à partir de là, il se construit d'abord une histoire et une identité. يفهم باللي الدراري في الثورة الجزائرية ساهموا. Donc, ils ont participé par plusieurs moyens, bien entendu. Et là, c'est important par rapport à l'enfant de se réapproprier son histoire. De se réapproprier, de pouvoir s'identifier dans des personnages, dans des... C'est incontournable. On ne peut pas construire un citoyen responsable, solidaire, une société plurielle avec beaucoup d'idées qui se battent. Donc, construire un citoyen responsable et fier de son histoire, c'est là un peu le combat de l'association patrimoine. Donc c'est vraiment très très important et surtout essayer de les sortir pour vous, c'est important de les sortir des salles de classe. Que la culture et l'art et le patrimoine descendent dans la rue, tout simplement. يخرجوا للزنقة يروحوا يروحوا المارشيات يروحوا لي غاليري دار يروحوا لي يشوفوا un film, ils vont voir يطلعوا Tipaza, s'il y a les moyens on les emmène à Tidis, on les amène à Djmila, à Timgad. علاش نقعد نشوفهم غير في التصاور. Surtout pour un enfant, c'est très très important. Il faut du concret. C'est vrai que écrire des leçons, peut-être les apprendre et essayer de les mémoriser, mais les voir, voilà, vivre le lieu. Tout à fait. Ça s'imprègne à jamais, qu'on le veuille ou non. Ah oui, c'est une empreinte c'est indélébile. Ça va rester dans la tête de l'enfant toute sa vie, parce que nous-mêmes, si on peut repartir jusqu'à 20, 30 ans en arrière, on a des images, même en noir et blanc. J'aime bien. Même en noir et blanc, on les a toujours avec notre grand-mère, nos grands-pères, nos tantes et tout ça. Parce que c'est des moments qui marquent. L'Eid, Ramadan, l'Aras, les sorties de Hammam Louane, Hammam Rera et tout ça. Ça reste, surtout ceux qui ont des photos et tout ça avec les grands-parents, les tantes et tout ça. C'est des moments magiques qu'on partage, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on partage en plus? On partage un savoir-vivre.
نتلاقاو مع عائلات واحد اخرين. Et qu'on veut reproduire en fait. Quand on est enfant, on le vit, on enregistre sans trop, on va dire, prendre conscience. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous rattrape quand on devient à l'âge adulte. Après, comme vous dites, chaque détail a son importance. Ah oui. Mané faisait ça, ou alors de nos traditions. Tout, en fait, après... C'est des segments qui s'interconnectent entre eux. Oui, l'enfant, à partir de là, il va construire sa personnalité. Oui, donc quand les élèves à les beaux-arts, je leur ai fait 2 cours. Ah, ok. Je leur ai fait 2 cours qui parlent de... Parce que les beaux-arts, c'est un peu Gauguin, Matisse, Monet, Picasso. Oui, les grands... Voilà, les grands noms de l'histoire de l'art éventuellement et de la peinture. Donc, c'est vrai que dans n'importe quelle filière, on recherche un peu des modèles. En sociologie, ou là, en psychanalyse, ou là, dans le domaine artistique, on cherche des modèles. Matisse, Picasso, chemin faisant, on commence à construire sa personnalité. Quitte comme le copiage, essayez de construire une personnalité artistique. C'est des masters qui font de l'art plastique. Ils présentent leur master 2. Bon, à partir de là, comment fusionner, Nteya ou Lentia en tant qu'Algérien, vous fusionnez cet art avec la réalité algérienne. Alors, le design et les arts populaires, les arts plastiques et les arts populaires, comment faire en sorte que votre identité explose dans vos tableaux, et dans vos recherches. Donc, tout à fait, il y a une certaine osmose entre ce qu'ils pensent en tant qu'étudiants. Et mettre en pratique tout ce qui est patrimoine culturel algérien. J'ai essayé et ils ont aimé, les musées, essayer de construire une visibilité par rapport à la société algérienne, aux coutumes, aux traditions algériennes, dans vos œuvres artistiques. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci pour ces explications et surtout cet attachement que vous avez à tout ce qui est... un gros chantier culturel. Un gros chantier culturel. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et on est sûr que vous allez trouver, on va dire, dans les nouvelles générations. Donc, cette continuité que vous avez eu, vous. Voilà, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt. Et Aïchek. Quant à nous, on continue tout de suite notre programme et je vous propose donc de suivre un sujet de Yasmine Belhidja. Donc, c'est le portrait d'un inventeur. On regarde et on revient. Fumer sans gêner les autres, surtout en famille. Voilà ce à quoi Mohamed Saïd Hassem a songé. Ceci en se mettant sur le projet l'invention d'une machine qui absorbe la fumée dégagée. Que la maison elle est complètement éludée des problèmes de fumée passive et de fumée normale. Tout part ici. C'est la fumée comme tu veux. Donc, quand c'est fermé, c'est la ventilation naturelle qui part vers l'extérieur et tout naturellement. Maintenant, pour aider de ce masque, vous fumez, vous absorbez la fumée, vous poussez, vous faites sortir la fumée, et puis, ce qui tout le monde, puis vous l'avalez, et puis pour la faire sortir, même ce qui est beau. Et ce procédé est fait pour que ça remonte. Vous voyez ça, et ça, c'est la même chose. Et ça aussi, c'est la même chose. Adouma, c'est les filtres. Vous voyez là. Et voyez ce qui est pris, ce qui est resté en amont par le fumeur, la nicotine. La nicotine, elle est retenue, et ça, c'est justement la maladie des fumeurs, ça provient de ça. Mohamed est retraité de la protection civile. Aider autrui est naturel pour lui. De ce fait, son projet de conception et de réalisation de cette machine a un seul objectif, limiter les effets nocifs du tabagisme, notamment à l'encontre des enfants. La raison, c'était quelqu'un que je connaissais, un ami. Lui et son épouse fumaient à la maison. À l'intérieur de la maison, ils avaient leur enfant Mskin, il était malheureux. Je lui ai fait la remarque, je lui ai dit, la maison était inondée de fumée et l'enfant, il devient malade. Moi, j'avais l'impression qu'il me suppliait. Et c'est pour ça que j'ai gardé cette idée. Voilà ce qui m'a amené à faire ce procédé. Voilà.
C'est-à-dire à la maison, vous ne sentirez aucune fumée, tout part vers l'extérieur. Une invention exceptionnelle qui permet d'absorber la fumée dégagée. De plus, préserver la santé en réduisant considérablement le taux de nicotine, habituellement inhalé. De retour sur notre plateau, j'ai le plaisir de recevoir Hadj Mohamed Benia. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ravi de vous recevoir, merci, alhamdoulilah. Donc vous êtes le directeur du centre de recherche en mécanique de Constantine. Oui. Marhaba bik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Et voilà, c'est une occasion pour nous, les chercheurs permanents, de un peu exposer ce qu'on fait pour le meilleur de notre société. Effectivement. Donc on est ravis de vous recevoir ce matin. On va essayer un petit peu de parler donc de la recherche scientifique d'une manière très simple, parce que quand c'est à votre niveau, c'est compliqué, mais après, quand ça arrive au grand public, il faut que ça soit simplifié. Oui. Il faut aussi valoriser toutes ces recherches. Donc est-ce que c'est important donc, de mettre en valeur toutes ces recherches? Oui, c'est très important. Le rôle du chercheur scientifique et du développeur technologique, les ingénieurs dans la société, c'est justement de faire de la recherche et du développement pour faire des produits qui vont améliorer le bien-être et la vie quotidienne du citoyen. Et la valorisation, c'est justement aller des produits ou de la recherche scientifique vers un produit commerciable ou le produit qui est utilisé directement par le citoyen. Comment faire le lien entre donc toutes ces recherches scientifiques, toutes ces on va dire toutes ces inventions ou tout ce que vous faites au grand public? Il faut trouver cette espèce de lien. Oui, le lien c'est à double direction. Il y a premièrement c'est la détection ou le prélèvement des problématiques du terrain et faire des recherches pour trouver des solutions à ces problématiques, ou bien travailler, faire de la recherche et développement sur des produits déjà existants et proposer de l'innovation. Et les liens directs, c'est surtout maintenant avec l'engagement du président de la République depuis 4 ans maintenant, et Inch'Allah on continuera, c'est l'engagement 41, notamment le point F, parce que maintenant il est connu, c'est la valorisation des résultats de la recherche et la valorisation justement de la recherche scientifique et développement technologique dans la société et dans la stratégie de l'État vers un meilleur voilà, de notre pays. Et les moyens maintenant, vous voyez maintenant, tout le monde connaît les startups maintenant. Justement, voilà. C'est devenu, on va dire, ça y est, ça s'est vulgarisé, c'est assez simple, c'est accessible pour tout le monde. Oui, maintenant il y a toute une grande dynamique, de création de startups, de l'entrepreneuriat scientifique, et maintenant au niveau de notre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur, et aussi le ministère des startups, des micro-entreprises et des startups, ils ont créé un écosystème où les gens peuvent valoriser leurs produits, leurs recherches, et à plusieurs niveaux, les ingénieurs, les masters, les chercheurs, tout le monde maintenant a la possibilité de valoriser leurs produits ou bien leurs idées et leur innovation en start-up ou bien pour les centres de recherche, c'est les filiales. Maintenant, il est plus simple, on va dire, de sortir du laboratoire de recherche une fois que la recherche est faite, une fois qu'on va dire que l'idée est trouvée. Il est plus facile de sortir vers, on va dire, vers le grand public. Oui, maintenant il est beaucoup plus facile parce que maintenant il y a les lois, il y a le cadre, il y a une dynamique qui s'est mise en place. Et voilà, maintenant, elle est beaucoup plus facile. Voilà, maintenant, il y a les mécanismes. Tous les acteurs maintenant publics et surtout publics, les deux ministères, notre ministère aussi, ils ont mis des mécanismes et le but c'est d'inculquer une culture, une tradition de valoriser, voilà, de trouver son emploi. Ce n'est pas trouver directement
l'emploi chez la fonction publique ou chez les privés. Maintenant, les ingénieurs et les jeunes, surtout, peuvent créer leur propre entreprise et valoriser leurs propres idées innovantes. Et il y a aussi le mécanisme du projet innovant qu'a mis en place le ministère de l'Enseignement supérieur pour justement valoriser leurs idées. Et maintenant, au niveau aussi du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a le mécanisme de l'arrêté 1275, il est maintenant aussi reconnu, que les étudiants peuvent directement faire un produit pour faire un projet de fin d'études comme un produit innovant et qui est commerciable. Comment doit se faire la valorisation des résultats des recherches? La valorisation des résultats de la recherche, il y a, parce que on passe du résultat vers l'industrialisation et ça passe par plusieurs étapes. Justement. Voilà. La première étape, on appelle la maturation technologique. On passe, en anglais, c'est scaling up. C'est quoi exactement la Ça veut dire maturation? passer du laboratoire ou bien le transfert de technologie. C'est passer du laboratoire à une production de masse. Voilà. Et ça, il faut qu'il y ait une étude de marché, il faut qu'il y ait des incubateurs, il faut qu'il y ait c'est des mécanismes qui suivent. Voilà. Maintenant, par exemple, c'est un étudiant ou un chercheur a une idée innovante. Oui. Il crée son prototype, il demande un label projet innovant auprès du ministère des startups et si son projet est accepté, s'il y a un plan, business plan, s'il y a un cahier de charge ou un plan de charge, il est accepté, puis il peut être financé s'il a le label startup. Voilà, ça veut dire qu'il passe du projet. Maintenant, il faut il faut que l'étudiant ou le chercheur ait le concept de l'entrepreneur. Il faut qu'il mature son idée. Il demande le label innovant, label projet innovant, puis sa start-up. Et tout ça passe aussi par un incubateur. Les incubateurs, maintenant, il y a plusieurs incubateurs, toutes les universités, presque tous les centres de recherche ont un incubateur pour justement faciliter le transfert et la valorisation de l'idée innovante vers la création des startups. Donc, en parlant de la démarche de qualité en ce qui concerne les laboratoires de recherche, est-ce que c'est important aussi? Voilà, c'est un point très important. La démarche qualité ou l'assurance qualité, c'est elle qui assure que le produit a suivi un protocole en bonne et due forme. Parce qu'on a beau travailler et faire des mesures, si on n'a pas une méthodologie reconnue au niveau international, le produit ou même le travail, l'acte scientifique n'est pas reconnu. Même s'il est valorisé en termes d'articles scientifiques, s'il ne suit pas le protocole, la méthodologie scientifique qui est maintenant normalisée, il y a plusieurs écoles, mais maintenant elle est normalisée, et l'accréditation, elle est très très importante, parce que maintenant, comme centre de recherche, si on veut valoriser nos compétences et faire des prestations de services et avoir un contact direct et professionnel avec les acteurs socio-économiques, nos laboratoires doivent être accrédités. Donc un laboratoire doit obligatoirement être accrédité. Maintenant, il y a une culture qui maintenant elle se propage, surtout pour l'accréditation, et on a un organisme excellent, surtout maintenant, l'Algérac, c'est Alger Accréditation, c'est un organisme reconnu mondialement, qui maintenant travaille dans ce sens pour que les laboratoires, même les laboratoires privés qui font des analyses, il faut qu'ils suivent des protocoles pour que leurs analyses et leurs instruments de mesure soient les résultats issus de leurs analyses. C'est comme une certification? Voilà, c'est la certification, l'agrément du laboratoire
et pour qu'on puisse dire que le travail, voilà, le produit qui a été, qui résulte de tout le process, et c'est un produit qui a suivi un protocole en lequel on peut faire confiance. Et voilà, et maintenant, même le Centre de recherche en mécanique a adopté la démarche de qualité, assurance qualité, et on est maintenant accompagné par Algerac, elle est connue, hein, comme on dit, c'est l'organisme d'accréditation nationale, pour pouvoir accréditer tous nos laboratoires et pouvoir être reconnus par justement les partenaires socio-économiques et sur le niveau international. Est-ce qu'un laboratoire peut, on va dire, prendre déjà un objet, on va essayer de simplifier, donc un objet déjà existant, donc essayer on va dire, de le refaire à sa manière, en fait, et pouvoir ensuite, on va dire, le remettre sur le marché national? Oui, c'est très important. Maintenant, on importe beaucoup de produits et la technique maintenant pour réduire l'importation et faire nos propres produits, c'est ce qu'on appelle la rétro-engineering. On a le reverse engineering. C'est quoi exactement? On prend un produit et on voudrait savoir, connaître comment il marche, son principe, ses composants, ses matériaux, sa conception, et on le décortique et on essaye après de fabriquer le même produit. Ça, il est très important parce que si on arrive à fabriquer si on arrive à assimiler le principe de fonctionnement et comprendre comment il fonctionne et tous ces matériaux, on peut faire la même chose, hein, réduire l'importation, et on peut faire du développement. On peut faire de l'innovation, ajouter d'autres choses qui marchent, voilà, qui s'adaptent à notre société et à notre environnement. Ça, il est très important parce que maintenant, si vous prenez les intrants, ça veut dire ce qu'on importe en termes de produits, en termes d'expertise, en termes de matériel. C'est dramatique. Hein. Mais notre politique, la politique de l'État algérien, c'est justement de réduire l'importation et d'aller vers le reverse engineering. Le Centre de recherche en mécanique a créé la première plateforme de reverse engineering, de la rétroconception à Constantine. À Constantine, il y a maintenant... Est-ce qu'il y a un objet précis, par exemple, que vous pouvez nous dire ça, on aimerait bien avoir du concret. Oui, je vais juste enchaîner sur ça, mais il faudrait que je fasse un peu la publicité de Technopole. La Technopole, c'est un hub, hein, où tous les startups à Constantine, notre ministère a créé tout un grand environnement, un grand espace avec plusieurs bâtisses où les startups peuvent être hébergées au prix symbolique et avoir un certain écosystème comme Silicon Valley. Hein. Maintenant, on a quelque chose comme ça à Constantine et qui est en train de vraiment de gagner la confiance des jeunes et avoir une certaine dynamique. Et une certaine notoriété. Une certaine notoriété importante, et importante aussi pour le process de la valorisation et l'économie de savoir. Et dans cette technopole, on a une plateforme de reverse engineering et de prototypage pour l'aide des startups. Et dans ce contexte de reverse engineering, avec la collaboration de l'Office national de météorologie ici à Constantine, ici à Alger, d'Al-Baïda, on a rétroconçu quelque chose qui est très simple, mais qui est importé à prix en devise. C'est justement, maintenant c'est l'occasion, c'est le pluviométre et la station pluviométrique. Très bien. Voilà, la station pluviométrique, c'est une station moderne qui mesure la pluviométrie ou l'intensité de la pluviométrie. L'Algérie c'est une problématique parce que maintenant, lorsque la pluie tombe dans des endroits, parce qu'elle tombe dans des couloirs, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, mais on ne peut pas recenser ou calculer on va dire, la quantité de pluie qui est tombée et justement prévoir ce qui va se passer, peut-être des inondations et tout. Mais dans un consortium entre le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère du Transport
et le ministère de l'Intérieur, avec la direction de l'alerte précoce, et voilà, on a fait réaliser une station pluviométrique et on est prêt à l'industrialiser. Voilà, on est passé vers la maturation. Voilà. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci d'avoir vulgarisé donc, pour le grand public. On vous souhaite une bonne continuation et encore d'autres innovations. Encore Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Quand il y aura de la nouveauté, ou vous êtes le bienvenu pour pouvoir venir en parler. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Et tout de suite, je vous propose donc de suivre une chanson palestinienne et on se retrouve juste après. Bouraïeb est là. Bonjour Sid Ahmed. Bonjour à vous. Comment vas-tu? Allah, très bien, et vous? Alhamdulillah, ravi de te retrouver. Merci, moi Ça aussi. fait un petit moment que tu n'es pas passé avec moi. Alors, aujourd'hui, bonne nouvelle, une médaille d'or. Exactement, et on parle de gymnastique. La gymnaste algérienne Kailia Nmour, qui a décroché une médaille d'or lors de l'étape de la Coupe du Monde de Cottbus en Allemagne. C'était dans les Jeux Olympiques de 2024. Exactement, ça sera en juillet prochain. Encore une fois, bravo à... Encore une fois, très fière donc, de Kailia. Qui honore... Elle a un prénom assez, très spécial, assez original. Qui honore à chaque fois le drapeau national. Allah ibarak. En tout cas, on est très fiers de ces résultats. D'autres succès, Inch'Allah. Il y a eu aussi du judo ce week-end, et plus exactement le championnat arabe des clubs. Ça s'est passé à la Coupole. Chez les hommes, il y a une domination algérienne avec l'équipe de l'USM Al-Harrach qui a décroché la première place. Alors que chez les femmes, c'est la sélection tunisienne
qui a été sacré. On voit les images. Oui. Ça s'est passé, on le rappelle, à la Coupe Paul, où s'est déroulé le week-end avant un autre grand événement, c'était l'Open d'Alger, l'Open africain d'Alger, où il y avait des points à gagner en prévision de la qualification aux Jeux Olympiques. Voilà, bravo. Super, bravo. Bravo l'équipe tunisienne. Bravo l'équipe tunisienne, bravo gagnant, voilà. Exactement. Très bien. Donc on va passer au foot. On va d'abord écouter les déclarations suite au championnat arabe des clubs et on revient. Ok. كومبات شويه صعب باسكو شغل كيما حنا نقولوا كانوا كومبات صعاب بزاف كيما كانت 73 كيما كانت 90 كيلوغرام. الحمد لله كنا بايكيب صغيره من الحراش وفزنا على ولاد الباهيه. نادي الحراش كما يقول لك الخصم التقليدي تاعنا في البطولات الوطنيه في كل الاصناف رانا نعرفوه يعرفنا جيدا. الكومبا كان فيها دي بتي ديطاي اللي هما اللي خلاو الحراش تغلبوا علينا، بارك عليهم، نادي كبير ونادي مكون الابطال. كانت مباراة قوية شوية مي احنا on a bien préparé physiquement et techniquement, on a ça fait beaucoup de stages. كانت بريباراسيون قويه برشا وهذا كل تحضيرات للبطوله الافريقيه ان شاء الله اللي باش تقيم في مصر. عندنا عده سنوات احنا نبرمجوا ونستضيفوا بطولات على غرار الدوره الدوليه اللي انتهت منذ اقل من 4 ايام. احنا البطوله هذه فرصه لجميع الانديه للصعود في المنصه والاحتكاك مع إخواننا العرب. Alors, donc encore une fois, bravo à l'USMH, à l'équipe tunisienne. Oui. Et on a oublié de mentionner que la deuxième place a été décrochée par l'équipe de Bahia Waran. Donc les 2 premières places par des équipes algériennes, Al-Harrach et Bahia Waran. Donc bravo à d'autres succès, Inch'Allah. Inch'Allah. On va passer au football. Apparemment, je suis pressée d'arriver au foot. Le déroulement de la 19e journée du championnat national de Ligue 1. Ça va commencer à partir de demain, vendredi, avec Paradou AC USB Skra à partir de 16h. Ça sera au stade de Tizi Ouzou. À 16h également, NC Magramoun ou Diadoran. Et un match important pour le maintien, ça sera US Souf, US Ben Aknoun, 2 équipes qui occupent les 2 dernières places au classement général. Et samedi, il y aura Isochlef Mouloudia Al Bayad à partir de 16h45. JS Saourasis Constantine à 17h. Et en temps de Sétif Mouloudia d'Alger à partir de 18h. Ça sera l'affiche de cette journée. 2 matchs ont été reportés pour cause de participation à des compétitions africaines. C'est USM Khanchla Shabab Belouizdad et USM Alger JS Kabylie, l'USMA qui dispute la Coupe de la CAF et le CRB, la Ligue des champions d'Afrique. Donc c'était tout pour la Ligue 1, on va passer maintenant à la Ligue 2. On va jouer pour le compte de la 18e journée. Il y a 2 groupes en Ligue 2, c'est le groupe Centre-Ouest et Centre-Est. Donc le programme des matchs, on va le connaître dans ce sujet. Allez, on regarde. Dans le groupe Centre-Ouest, le derby entre le leader, l'US Mostaganem, vainquant en déplacement lors de la précédente journée, et le Wydad Mostaganem, 6e au classement, constitue l'affiche de la 18e journée. Le co-leader, RC Kouba, après son dernier match nul, tentera d'enchaîner avec une nouvelle victoire en recevant l'AS Modoron, 8e au classement. La JS Mascara, quant à elle, sera en déplacement à Mcheria pour affronter l'équipe locale 14e au classement. Dans le groupe Centre-Est, le leader Olympique Arbou évoluera sur du velours face à l'Olympique Magaran 7e au classement, alors que le dauphin MSP Betna sera en déplacement chez Aïssaïn Mlila. Les gars de Betna aborderont ce match avec la ferme intention de revenir avec les 3 points de la victoire. La JS Borjmleil, après la dernière victoire à domicile, sera en appel à Chelroumleïd pour affronter la formation locale qui reste sur une lourde défaite lors de la précédente journée. Le cas Betna, 4e au classement avec 31 points, recevra l'USM Annaba, 14e au classement. Les Betnéens aborderont ce match avec l'objectif de prendre les 3 précieux points, alors que le 5e de ce groupe, le MOC Constantine, se déplacera à Al-Khroub pour y défier l'ASK, 9e au classement. Voilà, c'est Ahmed. On passe au basket. Exactement, et on va jouer pour la 19e journée du championnat national. Donc les matchs vont se disputer samedi. Au programme donc Tradraria, AS Ombouari, NB Stawali, USM Alger, un beau derby à suivre. USM Blida, US Sétif, Nasr Houssindey, l'équipe d'El Alma,
OS Borj Bariri CRB Nissaf, Rouiba Club Basketball CRB Dal Beda, Mouloudia d'Alger, Wydad Boufarik, le leader, là aussi une belle empoignade à suivre. Et CSCG de Constantine Mouloudia, où on rappelle que le Wydad de Boufarik domine ce championnat avec 35 points, suivi de Stawali et l'USM Blida, alors que le CRB Dal Beda est lanterne rouge avec 19 points et un forfait à 100 compteurs. Donc on rappelle que le championnat de basketball se dispute en une seule poule seulement cette saison. Cette saison, juste en une seule poule? Exactement. Très bien. Ça sera tout, Sidi Ahmed? On a fait le tour. Ça y est? Ça y est, Pas encore d'autres sports un petit peu? Il n'y a rien? On a regardé un petit peu pour la semaine prochaine. D'accord, d'accord. Très bien, merci. Merci à vous. Merci encore. Merci beaucoup, Sidi Ahmed, donc, pour alors, tous ces points au niveau de ces différents sports. Et on te retrouve la semaine prochaine? Inch'Allah. Tu auras encore... Fidèle au rendez-vous. Hein, on revient un petit peu sur la championne. Ah, franchement, Ouais. je suis très fière donc, de la médaille d'aujourd'hui, la médaille d'or. Exactement, c'est une occasion pour engranger des points, pour aller chercher justement cette Coupe du Monde. Kaylan Moore est qualifiée aux Jeux Olympiques, donc se frotter au meilleur, c'est gagner de l'expérience, surtout qu'elle est encore très jeune, 17 ans. 17 ans, c'est effectivement, elle est jeune oui, encore. Exactement, et on sait aussi que la gymnastique est peut-être l'un des sports les plus compliqués à pratiquer. Et ça commence dès le plus jeune âge. Il y a une rigueur et une discipline. Il y a une rigueur et une discipline. Et il y a même ceux qui commencent à partir de 3 ans. Donc vous imaginez, oui, on appelle ça des milliers d'heures de travail, d'entraînement, de rigueur. Exactement. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle a fait le tour de la toile. Hein. Elle a vraiment fait le buzz. Hein. Je pourrais te dire peut-être qu'on l'a su avant que tu viennes nous l'annoncer, Sidi Ahmed. J'imagine que tout le monde savait qu'il y avait une médaille d'or pour Donc on a toutes nos chances pour les Jeux Olympiques de Paris. Oui, ça sera le haut niveau, les Jeux Olympiques. C'est sûr que ça, on l'espère, et c'est sûr que ça ne sera pas ces derniers Jeux Olympiques. Peut-être gagner de l'expérience lors de des épreuves à Paris. Et pourquoi pas aller décrocher une médaille, rien n'est impossible. Super, Inch'Allah. Et une chose est sûre, c'est qu'elle a toute l'Algérie derrière elle, donc tous les yeux braqués, et on lui souhaite le meilleur, Inch'Allah. Exactement. Merci beaucoup, Sidi Ahmed. Merci. Merci à vous. Et on arrive à la fin de notre émission, c'est déjà la fin, donc il est 9h30. Et je vous propose donc de continuer, puisque les programmes de Canal Algérie continuent. Moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Et demain, Inch'Allah, vous retrouverez